Bienvenue sur le plateau de la Web TV des 48 heures IMO. Dans cette émission, nous vous donnerons un maximum de conseils pour réussir le financement de votre projet immobilier. Avec moi en plateau, Philippe Barrault, bonjour. Éric Fraval, bonjour. Vous travaillez tous les deux pour le Crédit Foncier. Avant d'échanger avec vous, on commence avec le JT. Il faut d'abord distinguer deux cas de figure en termes d'acquisition. Dans le premier cas, vous souhaitez acheter un logement pour en faire votre résidence principale. N'hésitez pas à consulter plusieurs banques pour faire votre plan de financement ou bien faites-vous aider par un courtier. Alors, on va voir maintenant que l'État vous aide, vous donne un petit coup de pouce pour boucler votre financement. Depuis le 1er janvier 2011, le PTZ+, ou prêt à taux 0+, est accessible à tous les primo-accédants, quel que soit leur revenu. Par primo-accédant, l'État entend toutes les personnes qui n'ont pas été propriétaires depuis au moins 2 ans. Le PTZ+ est valable que vous achetiez dans le neuf ou dans l'ancien, mais le montant du prêt accordé sera calculé en fonction de la région où vous souhaitez vous installer et de la performance énergétique de votre logement. La taille de votre foyer, le montant du prêt ou encore la durée de votre prêt seront également prises en compte. Faisons une petite simulation pour bien comprendre à quel genre d'avantages vous pourriez avoir droit. Un couple avec un enfant gagne 4 800 € par mois. Cette famille souhaite acquérir un logement neuf aux normes BBC à Nantes. Les futurs propriétaires n'ont pas d'apport et souhaitent emprunter 250 000 €. Montant du PTZ, 69 560 € maximum. Le même projet, mais dans l'ancien, cette fois, donnerait droit à un PTZ de 31 600 €. Vous l'aurez compris, l'État vous accompagne dans l'accession à la propriété tout en anticipant les défis énergétiques de demain. En juillet dernier, 6 mois après son entrée en vigueur, le succès du PTZ+ était au rendez-vous avec plus de 200 000 prêts signés en France. On passe maintenant au deuxième cas de figure. Vous investissez et achetez un logement pour le mettre ensuite en location. C'est bien sûr la loi Sellier de défiscalisation qui va vous intéresser et il faut vous dépêcher. Je vous rappelle le principe général d'abord. Vous achetez un logement neuf et vous vous engagez à le louer pendant au moins 9 ans. Le loyer est plafonné et ce plafond est réactualisé tous les ans. En échange, vous bénéficiez d'une réduction d'impôt de 22% si le logement est construit aux normes BBC, 13% dans le cas contraire. Voici donc maintenant une autre simulation. Vous investissez 150 000 € dans un logement BBC à Nantes. La réduction d'impôt sera de 3 667 € par an pendant 9 ans. Par ailleurs, la ville de Nantes se situe en zone B1. Le loyer sera donc plafonné à 13 € du mètre carré. Voilà pour la loi Sellier en 2011, mais le dispositif va devenir moins attractif puisque l'État s'attaque aux niches fiscales dans le but de réaliser plusieurs milliards d'euros d'économies. Au 1er janvier prochain, la réduction d'impôt passera donc de 22 à 14%. C'est forcément une mauvaise nouvelle pour les promoteurs, mais en contrepartie, ils devraient être rassurés par la prolongation du dispositif Sellier jusqu'en 2015. Enfin, le coup de rabot concerne aussi la taxation des plus-values immobilières. Jusque-là, la plus-value lors de la revente était exonérée de taxes au-delà de 15 ans de détention. Ce délai vient d'être rallongé par l'État à 30 ans. Vous l'aurez compris, il faut donc être opportuniste. On s'attend d'ailleurs à une accélération des ventes Sellier d'ici le 31 décembre prochain. Et pour aller plus loin, donc, je me tourne vers nos invités. Bonjour. Bonjour. Philippe Barrault, vous êtes donc directeur régional du Crédit Foncier Bretagne-Pays de Loire. Et vous, Monsieur Fraval, vous dirigez l'agence Crédit Foncier de Nantes. Alors bien sûr, c'est à partir de sa capacité de financement qu'on construit son projet. À quoi faut-il penser au premier? Vers qui faut-il se tourner avant de signer le compromis de vente? Vous avez raison, il est effectivement important de bien se préparer avant de signer un compromis, un contrat de construction de maison individuelle ou un contrat de vente en l'état futur. On va distinguer dans les conseils 2 profils, que vous soyez investisseur ou effectivement accédant à la propriété. En accédant, la capacité de financement effectivement est primordiale. C'est elle qui va déterminer tout le budget de la famille pour son prochain projet. Il est donc important de rencontrer en amont l'organisme financier qui va vous aider à bien la déterminer et qui va d'ailleurs vous accompagner tout au long du prêt. Premier conseil, je crois, c'est de mettre à la place de l'accédant et de se dire combien je suis prêt à mettre chaque mois dans mon budget mensuel pour faire un projet qui ne me gênera pas et qui sera facile à rembourser.
avec l'organisme prêteur, je vous invite effectivement à regarder si c'est cohérent, voir si le dossier passe, et vous allez ensuite avoir une enveloppe financière qui va vous permettre justement de partir à la recherche du bien que vous recherchez. Bon, pour chercher un bien, je crois qu'il faut utiliser tous les canaux habituels. Ça va être au travers de salons comme aujourd'hui, ça va être également le bouche à oreille, toutes les publicités. Je crois que les professionnels de l'immobilier sont nombreux sur la place pour accompagner effectivement les accédants. Ensuite, une fois qu'on a trouvé le projet, le conseil que l'on donne nous, je crois qu'aujourd'hui, il faut effectivement être capable d'adapter la durée de son financement pour faire le bon projet. Je vous donnerai un exemple pour être explicite. Si vous trouvez un logement qui est effectivement moins énergivore, je pense qu'il est plus intéressant effectivement de peut-être augmenter l'investissement, d'emprunter un petit peu plus, mais pour maintenir toujours le budget familial, ne pas hésiter à emprunter sur une durée plus longue. D'autres conseils, je crois que sur le plan juridique, on le voit aujourd'hui, la vie est comme ça, on a différents types aujourd'hui de couples qui viennent nous voir, des familles recomposées. Je crois que le passage chez le notaire est également un conseil précieux, en fonction de sa situation de famille. Je crois qu'il est important de pouvoir bien préparer cet investissement. Et puis moi, j'aurais un dernier conseil, c'est vrai, toujours demander à l'organisme prêteur quels sont les prêts auxquels on a droit. On le voit, la réglementation bouge beaucoup. Vous avez parlé effectivement du nouveau prêt à taux zéro, qui désormais est sans plafond de ressources. Il faut savoir, il y a également d'autres financements. J'en parlerai un qui est un petit peu méconnu et pourtant qui est très ancien, c'est le prêt à l'accession sociale, qui est un prêt effectivement sous condition de ressources, mais par contre va permettre d'avoir des frais de garantie réduits et effectivement en fonction de vos revenus, vous allez également pouvoir avoir le bénéfice éventuellement de l'aide personnalisée au logement qui va venir faciliter votre financement. Donc vous voyez, il y a des conseils précieux à suivre effectivement pour les accédants. Je vais me tourner vers Eric qui va vous donner les conseils à suivre si vous êtes investisseur. Que de conseiller à notre investisseur, notamment les loyers. Les loyers, c'est la clé de voûte du dispositif Sellier. Sans les loyers, rien ne se passe. Les loyers, il faut regarder s'ils sont en cohérence avec le marché, par rapport au secteur géographique, par rapport à la typologie de biens qu'on a investi. Donc ça, c'est extrêmement important. Il faut le faire valider. Il faut regarder un petit peu qu'est-ce qui se loue, qu'est-ce qui ne se loue pas aussi. Et puis, également, un point important, c'est que l'avantage fiscal, ça ne doit pas être la seule motivation. Il s'agit avant tout d'un investissement sur un bien immobilier et ça doit s'inscrire dans une stratégie patrimoniale globale. C'est-à-dire, l'avantage fiscal, vous l'avez souligné, il est revu à la baisse l'an dernier, il en reste effectivement très intéressant. Il faut aussi savoir que l'immobilier, c'est un excellent moyen, ça constitue un excellent effet levier pour se constituer un capital ou pour obtenir des revenus complémentaires une fois arrivé en retraite. Je considère que l'avantage fiscal doit être la cerise sur le gâteau. Et puis pour terminer, je dirais que un bon investissement locatif, c'est un investissement qui a été bien financé. Pour revenir à l'accession principale avec le PTZ+, on a vu qu'il y avait quand même un fort succès depuis le début de l'année. Est-ce que c'est un facteur déclencheur pour les acheteurs potentiels ? Je crois qu'aujourd'hui, on est obligé de relever, de souligner le dynamisme du nouveau dispositif. Vous l'avez dit vous-même, c'est 200 000 bénéficiaires de prêt à taux zéro plus au premier semestre. Je donnerai juste un indicateur sur l'ancien dispositif qui s'est arrêté l'année dernière. En année de croisière, on tournait entre 200 et 230 000 prêts à taux zéro qui étaient distribués. L'année 2010 a été une très bonne année et on est monté à 286 000 €. Donc on voit bien que le PTZ+ est sur un rythme plus important. Juste pour donner quelques indicateurs, les évolutions par contre diffèrent un petit peu en fonction des territoires. Sur les zones, ce qu'on appelle dans notre jargon zone A et zone B1, qui correspond en gros à la région parisienne, les zones où le marché est très tendu, les agglomérations de plus de 250 000 habitants, là on voit très clairement une forte évolution. On est passé à peu près de 34% à 40%, je dirais, de distribution des prêts à taux 0% plus sur cette zone-là. Les villes moyennes, 50 000 habitants, on voit que c'est à peu près stable. On est à peu près à 20% entre les deux dispositifs, mais il est vrai sur une enveloppe plus importante. Et la zone C, c'est le reste du territoire. On est là par contre en baisse, puisqu'il y avait à peu près 46% de prêts à taux 0% l'année dernière. On est tombé à 40%. Bon, nous, ce qu'on constate en tout cas, c'est qu'on s'attend sur la fin d'année à pratiquement plus de 380 000 bénéficiaires du prêt à taux 0% plus. Il est indéniable que le fait que ce soit désormais accessible sans plafond de ressources a constitué une réelle opportunité, c'est clair. Alors forcément, quand on veut acheter, on se pose toujours la question du fameux taux d'intérêt. On ne sait pas trop si on fait une affaire, quels sont les taux. Est-ce qu'on a une tendance éventuellement, par exemple, pour 2012,
Comment ça se présente? Alors là, c'est la question difficile, effectivement. Surtout dans le contexte actuel. Quels seront les taux? Si on fait un petit retour en arrière, c'est vrai que depuis la crise de 2008, elle a été suivie effectivement après par une nouvelle détente sur les taux, et on constate effectivement, c'est depuis le début de l'année, une remontée sensible des taux, pour donner une moyenne, à peu près de 0,10 tous les mois, et ce jusqu'au mois de juillet. Aujourd'hui, on peut parler de stabilité, très clairement. Maintenant, espérer des baisses, moi, ça me paraît effectivement difficile, parce qu'il faut savoir, et je crois que la presse en parle suffisamment, il y a une crise financière qui fait qu'effectivement, les ressources pour les établissements prêteurs sont de plus en plus onéreuses. Donc je crois qu'on va plutôt rester dans une période de stabilité, mais il faut quand même rappeler que les conditions sont relativement attractives. Bon, je ne me risquerai pas à donner un taux. On sait qu'en face de chaque projet, il y a un taux quasiment en face de chaque projet, en fonction de la durée, en fonction effectivement du projet qui est envisagé. On va plutôt parler de fourchettes. Aujourd'hui, je crois que raisonnablement, les fourchettes tournent entre 4 et 4,5. Donc ce sont des conditions attractives. Et puis, pour être résolument optimiste, on peut dire qu'aujourd'hui, on le voit, les conditions d'octroi n'ont pratiquement pas bougé. Enfin, en tout cas, nous, au Crédit Foncier, je peux parler pour mon établissement, on n'a pas touché nos conditions d'octroi, on estime qu'elles sont solides, et aujourd'hui, on est prêt à continuer à accompagner les familles qui souhaitent accéder, je dirais, y compris sur des durées longues. Donc, je crois que c'est aussi important que les taux, aujourd'hui, donc des taux stables, et j'ai envie de dire, et c'est à peu près vrai pour la place, des conditions d'octroi qui sont restées relativement stables aussi, et ça, c'est bon pour soutenir l'activité. Est-ce que dans ce contexte, il devient de plus en plus indispensable d'avoir un apport personnel ou pas forcément? Dire qu'il est indispensable, non. Dire qu'il est souhaitable, oui. Alors là, c'est pareil. Il faut faire le distinguo qu'on soit accédant ou qu'on soit investisseur sur le locatif. Au niveau de l'accession à la propriété, l'apport personnel aura de nombreux bénéfices. D'une part, dans bon nombre de cas, il va faciliter l'accès au crédit, tant au niveau, je dirais, de l'acceptation du dossier que des conditions financières qui peuvent être octroyées. L'avantage qu'il y aura également grâce à un apport personnel, c'est une mensualité donc plus douce et une meilleure, je dirais, solvabilisation du client. Donc, je mettrai un petit bémol en ce qui concerne l'apport personnel. Attention, lorsqu'on achète un nouveau bien immobilier, on a tendance à vouloir aussi acheter se meubler, par exemple. Voilà, on a envie de se meubler, on a envie de s'équiper, donc pas trop se démunir. C'est la seule, il faut y penser. C'est un petit conseil pratique, mais qui peut servir. Voilà. On va maintenant passer à l'investissement, et bien sûr avec la loi Sellier. Est-ce qu'il y a quelques conseils que vous pourriez nous donner pour optimiser au maximum? Alors, pour la loi Sellier, on l'a vu tout à l'heure, les composantes principales, c'est donc bien sûr les recettes qui sont constituées, donc loyer plus l'avantage fiscal, les charges de remboursement du prêt, et on a ce qu'on appelle un delta. Un delta qui constitue un effort d'épargne qui doit être consacré à cet investissement. Si on a de l'apport, bien évidemment, cet effort d'épargne il va être plus faible, donc ça va être une bonne chose. Attention quand même, l'apport doit être bien dosé, dans la mesure où, contrairement à l'accession, lorsqu'on fait un investissement locatif, on a la possibilité de déduire les intérêts d'emprunt qui viennent gommer tout ou partie des revenus fonciers. Si ces revenus fonciers excèdent les charges, et bien sûr, ces revenus rentrent dans votre imposition. Donc d'un côté, on défiscalise grâce à la réduction Sellier, de l'autre, on est imposé, donc c'est pas le but de la manœuvre. Donc vous l'avez compris, donc l'apport personnel, c'est une affaire de dosage. Donc là aussi, il faut parler à son partenaire financier. Avec tout ce qu'on s'est dit, du coup, est-ce que c'est le moment d'acheter? Est-ce que vous le feriez, par exemple? Ah oui, complètement. Si vous voulez, je crois que, bon, c'est pas parce qu'on finance de l'immobilier toute la journée, mais l'immobilier aujourd'hui, effectivement, a une vraie place dans le patrimoine. Je crois qu'il faut le considérer comme on va dire, un vrai outil patrimonial. L'immobilier, c'est aussi une valeur refuge. Nos clients aujourd'hui, on le voit, quand on les retrouve au bout de quelques années, très souvent, ils ont bénéficié d'une valorisation de leur patrimoine. Moi, j'aime bien aussi parler de la valeur prévoyance de l'immobilier, parce que vous le savez, l'investisseur, l'accédant à la propriété va souscrire des assurances qui vont couvrir la personne, mais qui vont couvrir également son projet. Et vis-à-vis de ses tiers, de ses ayants droit, je crois que c'est effectivement important. Et puis aussi, on parle beaucoup des retraites. Ça a été un débat, je pense, il y a quelques mois. Aujourd'hui, on ne sait pas trop quels seront nos revenus de demain. Par contre, en investissant dans l'immobilier, au moins vous maîtrisez les charges de votre résidence principale. Et à un moment donné, le prêt a une fin. Et on va pouvoir réduire ses charges. Et si on fait caler ça avec son départ en retraite, je crois que c'est une manière de préserver son pouvoir d'achat. Donc oui, je n'hésiterai pas à investir dans l'immobilier. Le message est passé. Merci beaucoup à vous deux d'être venus sur notre plateau. C'est la fin de cette émission. Elle a été réalisée en partenariat justement avec le Crédit Foncier, avec Nantes Métropole Aménagement. Plus d'infos et de liens utiles sur notre site internet. Je vous rappelle l'adresse www.les48heurimo.com. Merci à tous.